Alors bonjour à toutes et à tous. Pour mon parcours dans le développement durable, pour ce qui est intéressant, j'ai été... alors je suis tombée dans ces sujets-là. J'ai eu le bonheur d'être à la sommet de la Terre en 92 à Rio, ce qui vous donne une indication de mon âge, mais j'étais très jeune. Je travaillais aux Nations Unies. Après, je me suis spécialisée dans la finance responsable, ce qui n'est pas un oxymore, et j'ai été directrice du développement durable du groupe Eiffage, et mon dernier poste en entreprise, c'est directrice du développement durable du groupe Veolia Environnement, donc, qui est un groupe qui est encore aujourd'hui assez connu sur les questions d'eau et de propreté. Et à l'époque, quand j'y étais, il y avait encore la problématique transport et énergie qui était très forte. Et j'ai créé un cabinet qui s'appelle Casabi, qui est dédié à la prospective et à l'écologie urbaine et l'écologie industrielle. Alors, quand j'ai reçu l'invitation, rapidement, ce que je me suis dit sur la ville ressource, c'est une question que l'on peut comprendre à un sens quasiment littéral. Qu'est-ce qui fait ressource? Aucun territoire n'est maudit. Qu'est-ce qui fait ressource sur votre territoire? Et quand on va plus loin, la ressource fait appel à la résilience et à l'intelligence. Alors très concrètement, moi j'ai envie de dire à cette question, si c'est un petit peu choquant, d'abord, il faudra que l'on produise beaucoup moins de paresse. Nous sommes encore dans un système de gouvernance, un système économique et un système financier que je qualifie de paresseux. C'est-à-dire que, en gros, toutes les technologies qui nous permettront de nous propulser dans un monde sans carbone à horizon 30-50 ans, on les a. Alors quand je dis sans carbone, je force le trait, mais on a ces technologies. Ce n'est pas science rocket. Le seul problème, c'est qu'on a une dépendance absolument hallucinante aux énergies fossiles et à ses dérivés, et que cette dépendance nous plonge dans un état de paresse ou de déni, je ne sais pas comment le qualifier, mais nous pourrions largement faire autrement. Donc déjà, avant d'aller dans les détails très concrets de ce que je voudrais partager avec vous, j'ai envie de dire que les plus gros freins ne sont pas technologiques, les plus gros freins sont des freins d'allocation de ressources. Dominique, vous avez parlé de flux. En 2017, on parle de PIB, de flux. Mais combien de flux financiers sont réellement réinjectés dans la décarbonation? On parle de financer l'économie réelle, celle qui réellement va nous permettre de développer ces nouveaux modèles d'écologie urbaine et d'écologie industrielle, très peu. On est encore dans des logiques de silos, nous ne sommes pas dans des logiques de réseau. Donc déjà, des freins, réorienter les flux financiers. Des enjeux de gouvernance absolument monstrueux, c'est-à-dire qu'on pourrait déjà faire, mais il y a des enjeux qui sont relatifs au droit, à la gouvernance, à notre rapport au foncier. Et enfin, il y a des freins qui sont simplement liés à nos comportements. Aujourd'hui, chacun de nous sait que l'océan est une mer de plastique, et pour autant, je parle en Europe, je ne parle même pas dans des pays plus lointains, en Europe, nos rivières sont perpétuellement infestées de plastique et de métaux lourds. Donc nous sommes réellement, quand je dis paresseux, c'est un mot que je trouve encore faible pour parler de cette attitude qui, peut-être que c'est les psychologues qui pourraient nous éclairer là-dessus. Donc maintenant, si je parle de Paris en 2067, à supposer que nous soyons tous convaincus qu'il faut décarboner et inventer une nouvelle civilisation, et elle sera majoritairement urbaine, principalement urbaine, compte tenu des flux de population qui ont été présentés par Carlos et Dominique. Je pense pour moi qu'il faut construire une ville de flux et de réseaux. Et je m'entends, il faut créer une ville Paris championne de l'écologie industrielle et urbaine. Qu'est-ce que c'est que l'écologie industrielle et urbaine? C'est tout simplement réconcilier des grands organismes qui produisent de l'énergie, qui produisent de l'eau, qui produisent du froid, qui recyclent les déchets, les mettre à proximité, voire dans les centres urbains, pour que nous puissions créer un véritable métabolisme, échanger les chaleurs, ton déchet est ma ressource, ne pas gaspiller de l'eau potable, utiliser de l'eau industrielle, tout ça nous savons très bien le faire. Et il y a des exemples dans des grandes capitales asiatiques, européennes, américaines, qui chacune sur l'eau usée, sur la récupération de la chaleur, des méthaniseurs, qui permettent de chauffer la piscine, qui permettent de chauffer la crèche, qui permettent de chauffer les HLM. Seulement, nous avons, encore une fois, une incapacité à réorganiser ce métabolisme industriel à l'intérieur de la ville. Donc il faudra délibérément trouver du foncier pour installer
et peut-être que ça va choquer, mais on peut faire des incinérateurs, on peut faire des réseaux de chaleur, on peut créer des centres de recyclage d'eau usée au centre de Paris. Et il y a peut-être des ouvrages que l'on peut recycler dans cette vision industrielle. On peut aujourd'hui récupérer l'énergie des pas de tous les voyageurs de la gare du Nord. La gare du Nord est la 3e ville, je pense, en flux au niveau du monde. On peut récupérer les pas, l'énergie des pas des piétons et de tous les passagers, de tous ceux qui traversent les halls. On peut récupérer cette énergie, ne serait-ce que pour éclairer la gare du Nord, et probablement, si on arrivait à décupler ce genre de technologies qui sont à la fois simples mais du bon sens, on arriverait à trouver ce que j'appelle de mes voeux l'autonomie. C'est-à-dire qu'il faut aller en toute urgence vers l'autonomie. L'autonomie, c'est gagner des points en matière d'énergie, de consommation d'énergie. Il faut aller vers l'efficacité énergétique, mesurer quelles sont nos consommations et les limiter, mutualiser, substituer. Donc c'est ça l'écologie industrielle, l'écologie urbaine. C'est cette vision de flux en réseau optimisé. Encore une fois, c'est notre relation au foncier et notre relation au confort qui vont être, à mon sens, les plus grands freins. Pour ce qui concerne l'agriculture, on peut bien évidemment, et c'est le cas déjà aujourd'hui, préempter également ce que j'appelle la 5e et la 6e façade, c'est-à-dire les toits. Mais les toits de Paris se prêteront-ils à un usage intensif en matière de production d'énergie ou de production d'alimentation, donc concurrent sur les usages? Si on considère qu'en 2067, on a sorti ou on a limité les voitures des villes, nous aurons moins besoin de parking. Donc ces parkings pourront être utilisés peut-être pour de la production également, le stockage d'eau usée ou de la production alimentaire ou du stockage. Enfin, il faut impérativement penser en mode circulaire, c'est-à-dire, je pense qu'en 2067, nous ne serons plus en mode de déconstruction, mais de démolition, mais de déconstruction. Donc il y aura des véritables banques de matériaux. Et j'imagine très bien des banques de matériaux de BTP dans les entrepôts près de Gennevilliers. Et Paris pourrait être une formidable, également, une vitrine, si je puis dire, pour, étant bâti sur des carrières, pour utiliser ces carrières. On peut aujourd'hui mettre des data centers dans des catacombes, dans des carrières. C'est possible. Il faut aller chercher le froid partout où il sera possible d'aller le chercher. Donc des îlots de fraîcheur, ça a été évoqué, vont se multiplier. Pourquoi ne pas utiliser les carrières de Paris pour aller aussi refroidir des masses d'air froid, installer des serveurs? Si nous devons répondre au pari également de l'autonomie dans la gestion de nos données et de la protection de nos données, peut-être que Paris peut être une ville data center en 2067. Donc pour terminer, mon plus gros sujet, c'est réellement utiliser les flux d'énergie, les flux de matière, les rapprocher, les remettre dans la ville, sans oublier bien sûr quelque chose qui est majeur, qui est notre rapport à la nature et à l'esthétique. C'est-à-dire que le beau est structurant. Donc vous voyez des œuvres, des intégrations paysagères, des intégrations dans la ville d'objets industriels qui sont particulièrement réussis. Et d'ailleurs, je vous signale que si vous allez sur les bords de Seine, à Issy-les-Moulineaux, il y a un incinérateur. Je suis sûre que vous aurez du mal à reconnaître un incinérateur et un centre de traitement de déchets derrière l'objet architectural. Preuve qu'il y a une insertion, une intégration qui me semble réussie dans le tissu urbain. Donc multiplions ces objets industriels, ne cédons rien à la question de la sobriété, de l'efficacité. Donc 2067, Paris est une ville ouverte de flux, de réseaux, d'économie et probablement, mais ça c'est un vœu pieux, je doute fort que nous soyons autosuffisants en alimentation, mais si nous recouvrons par exemple le périphérique intégralement, eh bien peut-être que nous pourrions créer des villes sans couture ou une ville sans couture. La question de l'argent est une question majeure, et la question des matériaux utilisés est une question majeure, puisque nous devrions faire preuve de sobriété. Quand je vois les dessins de Vincent Caillebotte, et c'est le mot de la fin, je me dis peut-être que j'ai besoin de Prozac, parce que est-ce que j'ai envie de vivre dans une ville comme ça? Et deux, je me dis mais où va-t-on trouver les matériaux pour construire une ville comme ça? Donc attention, autonomie, sobriété, résilience, efficacité et beauté. Merci Dominique.